Bienvenue sur Histoire d'un crime, la chaîne où nous plongeons au cœur des mystères obscurs et des intrigues troublantes. Préparez-vous à découvrir des récits fascinants et des enquêtes palpitantes. Installez-vous confortablement et laissez-vous emporter. Notre récit d'aujourd'hui nous transporte à Daytona Beach, en Floride, aux États-Unis. Au centre de cette histoire se trouve Crystal Caralio-Guest. Crystal est née le 23 décembre 1986 à Barnstable, dans le Massachusetts. Originaire de la Nouvelle-Angleterre, sa mère s'est rapidement sentie chez elle dans les climats plus ensoleillés du centre de la Floride. Après leur déménagement vers le sud, Crystal a passé la majeure partie de sa vie dans cette région dynamique et ensoleillée. La Floride, avec ses vastes plages de sable blanc, ses palmiers majestueux et son atmosphère décontractée, devint le nouvel écrin de leur quotidien. Crystal, visage familier à New Smyrna Beach, finit par s'installer à Daytona Beach, célèbre pour ses courses de voitures sur le sable et ses couchers de soleil à couper le souffle. Les années d'école de Crystal se sont écoulées au rythme des vagues de New Smyrna Beach High School, où elle était aimée de ses pairs. Elle est décrite par sa famille comme chaleureuse, aimante et protectrice envers ses proches, même parfois à son propre détriment. Ce coin de paradis, Daytona Beach, n'était pas simplement une destination pour Crystal, mais bien le théâtre de sa vie. Au début des années 2000, Crystal embrassait un nouveau chapitre de sa vie en se mariant. En juin 2005, le couple fut béni par l'arrivée d'un petit garçon, inaugurant une période de bonheur radieux pour cette jeune famille. Cependant, ce bonheur fut brutalement assombri le 1er octobre 2005 par un tragique incident. Alors que leur petit garçon se reposait tranquillement dans son transat, un meuble se renversa, causant de graves blessures au nourrisson. Le choc lui infligea une fracture de la mâchoire supérieure et du palais, ainsi qu'un traumatisme au niveau du visage. Dans une course contre la montre, il fut transporté d'urgence à l'hôpital. Là, il subit une intervention chirurgicale d'urgence et commença un long processus de convalescence. Durant son hospitalisation, il fut nourri par sonde, jusqu'à ce que son état soit stabilisé. Une fois la sonde retirée et ses blessures suffisamment guéries, après un intense séjour de 16 jours à l'hôpital, il fut finalement autorisé à rentrer chez lui. Le fils de Crystal nécessitait des soins médicaux supplémentaires et elle s'est pleinement consacrée à son bien-être, faisant de cela sa priorité absolue. Sur le plan professionnel, Crystal occupait un poste stable en tant que chef de bureau dans une entreprise automobile à Holly Hill où elle a travaillé pendant 10 ans. Cependant, sa vie personnelle a été marquée par des défis. En 2009, son premier mariage s'est terminé par un divorce. Refusant de se laisser abattre, Crystal s'est engagée dans un deuxième mariage qui, malheureusement, a également connu des turbulences. En décembre 2012, elle a demandé le divorce, une procédure qui a été finalisée en mars 2013. Mais les difficultés avec son deuxième mari ne se sont pas arrêtées là. À peine 6 mois après leur séparation, Crystal a dû demander une ordonnance de protection contre lui, marquant ainsi une période particulièrement éprouvante de sa vie personnelle. Après 2 mariages ratés, Crystal était naturellement prudente quant à l'idée de retrouver l'amour. Cependant, tout a changé lorsqu'elle a rencontré Thomas Prince, un entrepreneur de 42 ans, originaire de Hoboken, dans le New Jersey. Thomas vivait dans le comté de Volusia depuis plus de 15 ans et possédait une entreprise d'aménagement paysager. Malgré la différence d'âge de 14 ans, la famille de Crystal a chaleureusement accueilli Thomas, espérant qu'il serait un partenaire stable et mature. Crystal souhaitait que leur relation progresse rapidement et ils ont emménagé ensemble à Daytona Beach. Mais l'optimisme initial s'est vite dissipé. 7 mois après le début de leur relation, des signes inquiétants ont commencé à apparaître, plongeant Crystal une fois de plus dans une période de doute. Les dossiers de police et les témoignages des voisins dressent le tableau d'une relation tumultueuse entre Crystal et Thomas, marquée par des disputes récurrentes et de fréquentes interventions de la police. La police de Daytona Beach affirme que les agents se sont rendus à leur domicile au moins une douzaine de fois pour des troubles domestiques. Un de ces incidents s'est produit le 21 mars 2015. Ce soir-là, la police est arrivée à la résidence de Crystal et Thomas pour signaler une perturbation. Thomas a déclaré aux policiers que lorsque Crystal est rentrée tard dans la soirée, il lui a exprimé son inquiétude en disant « J'aurais aimé que tu appelles pour m'assurer que tu allais bien ». En réponse, Crystal aurait jeté une assiette sur Thomas, le frappant à la tête. Suite à cela, Thomas a quitté la résidence pour appeler le 911. Pendant ce temps, le frère et le père de Crystal sont arrivés et seraient devenus physiquement agressifs envers Thomas. Cependant, lorsqu'on lui a demandé de les identifier, Thomas a déclaré qu'il ne pouvait pas se souvenir de leur nom malgré l'incident. Thomas n'a pas voulu porter plainte et a refusé de fournir une déclaration écrite à la police.
Il n'a signalé aucune blessure et a refusé de recevoir des soins médicaux. Par conséquent, Crystal a été arrêté et accusé de voies de fait. Les procureurs ont par la suite abandonné ces accusations en raison du manque de coopération des témoins. Avant cet incident, Crystal n'avait aucun antécédent de comportement violent. En revanche, le passé de Thomas était entaché d'un lourd casier judiciaire avec au moins 8 arrestations pour des accusations de violence domestique et de maltraitance d'enfants, remontant à 2006. On ne sait pas si Crystal était au courant de ces accusations. Malgré la dynamique houleuse de leur partenariat, Crystal a gardé secret les abus continus de Thomas, s'efforçant de maintenir une façade de normalité afin de protéger sa famille. Elle faisait tout son possible pour paraître satisfaite et aller au-delà de leurs problèmes. Crystal et Thomas ont tenté un nouveau départ dans la soirée du 11 août. Ils ont choisi de dîner ensemble dans un restaurant local de Riverside, dans l'espoir de laisser leur histoire mouvementée derrière eux et de créer un nouveau chapitre. Le 11 août 2015, Thomas et Crystal avaient prévu une soirée romantique dans un restaurant local de Riverside, suivie d'une paisible promenade en bateau sur la rivière Halifax à Port-Orange. Leur intention était de dîner avant de passer quelques heures sur l'eau. Cependant, la soirée prit une tournure inattendue dès le début. Au restaurant, leurs démonstrations d'affection intense ont conduit à ce qu'on leur demande de partir. Escorté à l'extérieur, le couple se dirigea vers la marina pour embarquer sur le bateau de Thomas et poursuivre leur soirée. Mais ce n'était pas seulement leur affection publique qui attirait l'attention ce soir-là. Les clients du restaurant sentaient que quelque chose n'allait pas, en particulier concernant Crystal. Un client attentif, de plus en plus inquiet pour la sécurité de Crystal, décida d'agir, reconnaissant la gravité de ce qui pourrait se produire. Il commença à enregistrer les événements sur son téléphone portable, capturant les moments clés de l'interaction entre Thomas et Crystal. This guy's gonna plow into every boat on this dock. Maybe we're lucky it won't start. Something's good's gonna happen here. Oh, there it goes. Here we go. Here we go. Turn the lights on! Alors que Thomas et Crystal s'éloignaient dans la nuit, leur départ laissa les spectateurs de la marina dans l'inquiétude, redoutant ce qui pourrait se passer ensuite. Cette peur devint réalité juste après minuit, lorsque Thomas appela soudainement le 911. Salut, moi et mon fiancé avons eu une légère querelle. Elle a pris les clés de mon bateau et a sauté à l'eau. Je veux juste m'assurer qu'elle est en sécurité. Ne la vois pas dans l'eau. Je ne le vois pas dans l'eau. Je serai sûr qu'elle n'est pas si bonne de l'éclat et je continue à jeter dans l'eau pour voir si je pourrais la trouver et je ne peux pas la trouver de toute façon, tout simplement ainsi. Elle répond. Non. D'accord, tu ne l'aperçois pas sur la plage. Non, elle a sauté dans l'eau et a nagé et je veux juste essayer qu'elle vaut bien. Depuis combien de temps cela s'est produit? Pas plus de 5 minutes, peut-être environ 10 minutes. Thomas a appelé le 911 pour signaler que lui et sa fiancée Crystal s'étaient disputés et qu'elle avait pris les clés de son bateau avant de sauter à l'eau. Inquiet pour sa sécurité, il voulait s'assurer qu'elle allait bien. Il ne la voyait pas dans l'eau et pensait qu'elle avait peut-être nagé jusqu'au rivage, bien qu'elle ne soit pas une bonne nageuse. Malgré ses efforts pour la retrouver, il ne parvenait pas à la localiser et n'entendait pas ses réponses. La police lui a demandé si elle était visible sur le rivage, mais Thomas a confirmé que non. Il a exprimé son inquiétude en priant pour qu'elle soit saine et sauve. L'incident avait eu lieu entre 5 et 10 minutes avant l'appel. La police et une équipe de secours ont été rapidement dépêchés sur place. Bien qu'ils aient escorté Thomas en lieu sûr, leurs recherches pour retrouver Crystal se sont avérées infructueuses. Quelques heures plus tard, vers 7 heures du matin, un pêcheur de la marina et du chantier naval Seven Seas à Port-Orange fit une découverte effrayante. Choqué par la scène qui s'offrait à lui, il appela immédiatement le 911 pour signaler cette macabre découverte. 911, où est l'urgence? Il y a un corps qui flotte près d'un quai ici. Il est venu dessus quand nous pêchions. Jean n'a pas de chemise et il semble avoir des ecchymoses sur ses épaules et tout ça. Un pêcheur a appelé le 911 pour signaler la découverte d'un corps flottant sur un quai. Il a décrit la victime comme portant un jean sans chemise et présentant des ecchymoses visibles, notamment sur les épaules. Des détectives du service de police de Port-Orange sont arrivés sur les lieux pour déterminer si le corps découvert était celui de Crystal Pfeiffer. Une autopsie fut organisée le lendemain matin, mais la police ne fournit aucun détail supplémentaire à ce moment-là.
Environ 1 heure après l'appel du pêcheur au 911, Thomas contacta la mère de Crystal pour l'informer de la disparition de sa fille. Elle remarqua que le ton de Thomas était plat et sans émotion. Immédiatement, la mère de Crystal rassembla sa famille et contacta la police locale pour obtenir de l'aide. Le lendemain, la police reçut des informations du bureau du médecin légiste confirmant que le corps était bien celui de Crystal Pfeiffer. Il n'y avait aucune trace d'eau dans ses poumons ni aucun autre signe de noyade. À la place, une marque de ligature autour de son cou indiquait une asphyxie par ligature, et les circonstances de son décès étaient considérées comme un homicide. Sur la base de ces informations, les détectives conclurent que la dernière personne à avoir vu Crystal vivante était Thomas Prince. Je faisais des allers-retours et nous avons enfin dû nous calmer. Les enfants étaient là, blablabla. Et j'ai dit, ouais, bébé, le bateau va s'arrêter. Mais en plus, je ne vais plus m'occuper de ça, prendre mes enfants et sauter dans l'eau libre. Et je crie, je dis, bébé, tu plaisantes? Je dis, descends, tu commences avec presque là. Et puis c'était tout. Je n'ai pas continué à l'entendre nager et je n'ai rien entendu. Et le dernier, j'ai attendu environ 10 minutes, puis j'ai appelé. J'ai fini par appeler vers le 911. Ça te dérangerait si je regarde juste, voir si tu as des traces? Et j'ai pensé, ouais, absolument. Ouais, bien sûr. Vous n'avez pas été physique? Non, je suis plutôt sur ce que ça allait t'attraper ou non, non, pas du tout. Il n'y avait rien à ce point du tout. Il rentrera à la maison, alors je suis juste, alors je finirai par suivre où un corps va sur la rivière. Dernier, ce que vous dites, qu'elle a des blessures, pas quelques, mais une bosse. Quelles autres blessures devrions-nous parler? Qu'est-ce que c'était? Les preuves suggèrent, d'après ce que nous savons jusqu'à présent, qu'il y a une altercation physique. Tu étais la dernière personne avec elle, sur ton bras droit, ton avant-bras. Vous avez contre votre bras gauche des rayures sur votre dos, sur vos jambes. Peut-être que c'était hier soir, quand j'ai glissé près du quai en tirant le bateau. Il y avait des équilus de monstres sur elle. Je n'ai pas eu à l'arrêter parce que j'ai eu quelque chose quand elle a sauté dans l'eau. Je ne sais pas pourquoi te faire ça. Elle dirait d'avoir fait quelques tours avec Mike Tyson. Et tu me dis que rien de physique. Il ne s'est rien passé de physique sur le bateau. Nous avons eu 3 épisodes sur le bateau et tout ça. Mais pas au point de quelqu'un dont nous avons parlé de rapports sexuels. Oui, pas de l'amour, du sexe ou quoi que ce soit. Non, je veux dire, ne me méprenez pas. Je veux dire, nous nous sommes attrapés et qu'est-ce que nous faisions? Des relations sexuelles? Non, pas hier soir. Je veux dire, à un moment, à un moment donné, c'est arrivé. Nous avons fait des choses comme ce que nous sommes assis sur la chaise et tout ça. J'ai fait cet autographe et prêt à un point par les épaules. Non, un peu comme par la zone du cou et des épaules et des trucs où je l'ai mis comme bien. Ouais, mais pas jusqu'au point où nous blessions. Ok, si vous voulez les jeter un coup d'œil. Nommé Crystal. Donc ce sont les ecchymoses qui sont sur son visage. Je veux cacher quelque chose de lui. C'est ce que nous sommes ici pour découvrir. Thomas, voyez les lignes autour du filet. Vous savez comment ça s'appelle? Ce que cela semble être. Qu'est-ce que c'est? Regarde ton bras. Elle a été frappée de plusieurs parties. Ok, ce n'était pas contraignant. Ses joints sont gonflés. La seule chose qui explique ces marques est une altercation entre elle et quelqu'un d'autre. Et c'est quelqu'un d'autre, je pense que c'était toi, mais il peut être en charge de tout. Pas pour le moment. Ils lui demandèrent de se rendre au commissariat pour un interrogatoire. À son arrivée, Thomas renonça à ses droits et accepta d'être interrogé par les détectives sans la présence d'un avocat. Lors de l'interrogatoire, Thomas a raconté qu'il s'était disputé avec Crystal sur le bateau. Après s'être calmé et embrassé, Crystal a pris les clés du bateau et a sauté à l'eau. Thomas a attendu environ 10 minutes avant d'appeler le 911, inquiet pour sa sécurité. Les détectives ont remarqué des incohérences dans son récit et ont demandé s'il y avait eu une altercation physique, ce que Thomas a nié.
Ils ont également observé des égratignures et des bleus sur son corps. Les détectives ont confronté Thomas avec des preuves de blessures sur Crystal, suggérant une altercation physique. Thomas a nié toute implication dans ces blessures, affirmant qu'ils avaient eu des rapports sexuels mais sans violence. Les détectives ont continué à interroger Thomas sur les marques de ligature autour du cou de Crystal, mais il a nié avoir utilisé une corde ou tout autre objet pour la blesser. Les détectives ont libéré Thomas tout en continuant à renforcer leur dossier. En reconstituant les événements de la soirée, ils ont mené des entretiens avec des témoins et des clients du restaurant qui avaient observé Crystal, et Thomas se disputait au restaurant du quai peu avant 20h, la nuit de la mort de Crystal. Au fur et à mesure que l'enquête progressait, les détectives ont découvert une piste cruciale. Un pêcheur avait été témoin d'une violente altercation impliquant le couple vers 22h45 ce soir-là, ce qui l'avait incité à appeler le 911. Salut, c'est le 911. Tu as une urgence? Ok, je suis sur un voilier au large du sud de Daytona. Un bateau vient de flotter par moi. Une fille est sautée depuis et a nagé, a appelé, a dit que les gens avaient été battus. Très bien, hein? Combien de temps? Attends une minute. Un bateau, attends une minute. Un bateau arrive juste une minute. S'il y a un bateau, tu veux aller avec ces gens ou non? D'accord. Écoutez, les gars, il ne m'accompagnera pas. Elle ne va pas avec toi. Est-elle blessée? Elle m'a dit qu'ils l'ont frappée au visage et ailleurs. Je ne sais pas. Je ne peux pas bien la voir. Il fait nuit maintenant. Mais ces gars sont ici criant. Eh bien, écoute, j'ai une fille handicapée sale ici avec moi. Qui est ce type pour elle? Elle dit que c'est son garçon. Mark, il ne te suit pas, n'est-ce pas? Maintenant, il traîne tout autour du bateau ici en criant « Allez, allez, ok, c'est en train de se passer. » Elle vient de sauter dans l'eau. Tu retournes sur son bateau. Personne n'a l'intention de blesser qui que ce soit. D'accord? Je reviens sur le bateau parce qu'elle a peur qu'il fasse du mal à ma fille. Est-ce qu'elle a crié? Ouais, elle lui crie dessus. Il dérive. Ok, a-t-il dit. Elle n'arrêtait pas de la écraser en tête et qui lui blessait la main. Elle est revenue au bateau? Est-elle revenue sur le bateau? Ou elle est de retour sur le bateau et ils ont éteint toute leur lumière. Maintenant, peut-il? Vous les entendez crier? Non, maintenant, ils sont tous soudainement tranquillement. Un pêcheur au nom de George Wagner a appelé le 911 depuis un voilier au large de South Daytona pour signaler qu'un bateau était venu à sa rencontre et qu'une femme en avait sauté, affirmant que des gens l'avaient battu. Le pêcheur, inquiet, a essayé de l'aider mais ne pouvait pas voir grand-chose dans l'obscurité. Il a décrit la situation bruyante et chaotique entre la femme et les personnes sur le bateau. Un peu plus d'une heure après l'appel de George Wagner, Thomas a contacté le 911 pour signaler la disparition de Crystal. Cependant, c'est l'appel du pêcheur une heure plus tôt qui s'est avéré être la pièce manquante du puzzle pour les détectives. Selon un rapport du département de police de South Daytona, la situation a commencé par une violente agression de Thomas sur son bateau, poussant Crystal à sauter à l'eau pour tenter de s'échapper. Elle a réussi à nager jusqu'au bateau du pêcheur et a demandé de l'aide. Cependant, réalisant que sa présence pourrait mettre le pêcheur en danger, Crystal a courageusement choisi de retourner sur le bateau de Thomas. Malgré son retour, la dispute entre Crystal et Thomas a continué et a tragiquement dégénéré. Thomas a fini par étrangler Crystal avec son propre haut de bikini avant de se débarrasser de son corps dans la rivière Halifax. Cette séquence d'événements, culminant avec l'appel au 911 de Thomas, a brossé un sombre tableau pour les enquêteurs. Thomas a été arrêté le 27 octobre 2015 et détenu sans caution en attendant son procès. Il a été accusé de meurtre avec préméditation au premier degré et a comparu pour la première fois devant le tribunal le lendemain. Le procès a commencé peu après son arrestation, le 27 octobre 2015. Il a été détenu sans caution en attendant son procès et a comparu pour la première fois devant le tribunal le lendemain de son arrestation. En juin 2016, après 6 heures de délibération, le jury a rendu son verdict dans l'affaire contre Thomas, le déclarant coupable de meurtre au premier degré pour la mort de Crystal. La gravité du verdict était trop lourde pour Thomas, qui s'est effondré dans la salle d'audience, visiblement dépassé par le résultat et subissant une crise médicale soudaine. Il a été immédiatement emmené dans un cabinet médical sur place pour y être soigné, ce qui a incité le juge à reporter le prononcé de la peine. La salle d'audience a ensuite été évacuée à la suite de cette tournure inattendue des événements. 5 jours plus tard,
Thomas a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Cette sentence a marqué la fin d'une histoire profondément douloureuse, offrant à la famille et aux amis de Crystal un sentiment de justice dans leur chagrin. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que vous avez trouvé cette enquête intéressante. N'hésitez pas à partager vos pensées et vos théories dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de mes prochaines histoires. À bientôt pour une nouvelle exploration des mystères du crime.